Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière. Ensuite, de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique. Quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences. Et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut les gars. Salut. Bonjour. Je suis content de vous avoir sur ce podcast tous les deux en même temps. Est-ce que Nico, par exemple, est-ce que tu peux nous définir pour toi la performance ? Ouais, je vais essayer. C'est un vaste sujet, et ça dépend aussi de la période dans laquelle les athlètes qu'on entraîne sont. In fine, chez les athlètes matures, la performance, ça va être pour moi de réaliser pleinement son potentiel le jour où il faut. Et globalement, sur du haut niveau et du sport d'élite, ça va être de taper devant sur une compétition. Après, sur des athlètes en formation, des juniors, ou le cas qu'on a eu avec l'équipe aux Jeux Olympiques, où ils ont fait 5e par équipe, avec un junior, un jeune et une moyenne d'âge très jeune, ça reste une performance parce qu'ils ont tous produit leur meilleur combiné nordique ce jour-là sur un par équipe. Et ça nous donne une étape intermédiaire sur le boulot qui reste à faire, en fait, pour aller titiller les grosses nations. Donc, en fait, pour moi, dans tous les cas, c'est de réaliser pleinement son potentiel. Et après, la place qu'elle est au bout, ça dépend vraiment du contexte et de la période dans laquelle l'athlète est. Ouais, impeccable. Et alors, Alexis, qu'est-ce que tu en penses et c'est quoi ta définition à toi ? Ouais, moi c'est une définition un peu plus courte et un petit peu plus générale, je trouve. C'est pour moi la performance, c'est donner le maximum qu'on peut et avec un objectif défini. Donc peu importe l'objectif, qu'il soit sportif d'ailleurs ou professionnel, je pense que la performance c'est en tout cas tout faire pour atteindre cet objectif, quoi, tout simplement. Puis si on y arrive, tant mieux. Sinon, voilà. Mais pour moi, une belle performance, c'est se rapprocher le plus possible de son objectif. Ok, top. Est-ce que Nico, tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et nous expliquer un peu ton parcours ? Ouais, il a été un petit peu sinueux dans le bon sens du terme. En fait, anciennement, j'étais dans le privé et en 2013, en fait, j'ai intégré le staff de l'équipe de France de combiné nordique comme technicien. Donc sur les JO de 2014, donc j'étais entre guillemets assistant technicien pour faire très simple. Et ensuite de 2014 à 2018, j'étais responsable technicien. Alors technicien, en fait, c'est la responsabilité du fartage et de la préparation des skis. Et en parallèle, j'ai commencé à me reformer à la prép physique parce que j'avais une licence et un master STAPS qui datait un peu. Et j'ai passé le DU de préparateur physique à Lyon, DU PP, comme beaucoup de gens. C'était intéressant pour moi. C'est les sports co et tout, c'était une super ouverture. Et petit à petit, j'ai commencé à intervenir sur la prép physique sur le Centre national d'entraînement avec les plus jeunes. Et de 2018 à l'automne 2021, j'étais en charge de la préparation physique du groupe relève et du groupe junior, avec comme objectif les mondiaux juniors principalement, mais aussi la formation pour le futur. C'est d'ailleurs là qu'on a commencé à bosser avec Alexis. Et depuis la saison dernière, en cours d'hiver, pour diverses raisons, je suis repassé à mon ancien poste de chef technicien. Donc j'ai arrêté la préparation physique chez les juniors et le groupe B. Et ma mission principale à la Fédé, maintenant, elle est là. Et j'interviens quand même de temps à autre sur le groupe du CNE, en fait, des jeunes qui sont globalement au lycée, pour faire simple, qui sont en groupe nationaux, en collectif. Et voilà pour les raisons principales. Enfin, pour les missions principales. Ouais. Et à côté de ça, je fais du coaching privé, mais c'est moins le débat ici. Ouais. Et donc, juste, ça veut dire que tu as cet aspect, on va dire,
technicien et prépa physique encore maintenant, ou maintenant tu fais plus que technicien? T'as commencé technicien, t'as fait prépa physique, et là, au final, tu fais quoi, 80-20, ou comment t'organises ton temps? Ouais, on va dire que c'est du 80-20 maintenant sur la Fédé. Anciennement, les 4 dernières années, c'est vrai que j'étais quasiment à 100% sur la prep physique, en lien avec Ouais. le chef d'équipe. Ouais. Et derrière, après, quand sur des structures de haut niveau, ouais, je m'éclate quand même à préparer des skis, mais c'est surtout les besoins qu'il y a. Et dans la nouvelle organisation qu'on avait cette année, c'était plus pertinent que je bascule sur cette mission-là. Ok. Donc, moi, j'ai suivi. Hein. De toute façon, on essaie de faire Ouais. avancer des choses. Top, top. Et Alexis, alors toi, t'es physiothérapeute, mais pas seulement. Exactement, je suis aussi marathonien, effectivement. Mais oui, exactement, je suis kiné. Et moi, c'était plus, plus facile pour moi comme parcours, plus direct. Moi, je sais que je veux être kiné depuis que j'ai 13 ans. Donc, en gros, bah, lycée. Énorme. Puis après, j'ai fait mes études, moi, à Charleroi, en Belgique. Et puis Ouais. après, directement, j'ai travaillé à la fin de mes études, du coup, en 2017, dans un cabinet. Et puis, de fil en aiguille, je me retrouve depuis novembre 2020 à travailler dans un joli centre de médecine du sport à l'hôpital de la Tour. Et ça, Ouais. c'est mon activité principale. Et puis à côté de ça, moi, j'ai eu l'opportunité, du coup, vu que j'étudie en Belgique, de faire un stage Erasmus à Prémanon, dans le Jura, là où où j'habite, quoi, en fait. Et là où il y a le centre de ski. Et Ouais. puis, et du coup, j'ai envoyé mon CV à tous les entraîneurs du ski nordique. Et puis, c'était à l'époque Jérôme Laheurte, celui qui dirigeait le comité nordique, qui a dit, bah ouais, écoute, viens avec nous 3 mois en stage. Et du coup, j'ai fait mon Ouais. mémoire, du coup, de kiné là-dessus. Et puis, c'est Énorme. comme ça que j'ai intégré, on va dire, l'équipe petit à petit, quoi. Et puis voilà, Mm. après j'ai fait des formations, pas mal de formations. J'ai directement enchaîné par le CEC de kiné du sport de la SFMKS à Chambéry. Ouais. Et puis Super. ensuite j'ai fait le diplôme de kiné du sport du CIO, du Comité olympique. Ça s'appelle le IOC Physical Therapist Diploma, où j'étais Mm. un des premiers Français, enfin le premier Français, pas francophone mais français à le faire. Et du coup, ça m'a ouvert Énorme. voilà d'autres portes, pas mal de connaissances théoriques sur beaucoup de sports, sur l'organisation des Jeux Olympiques. Et c'était assez intense comme formation, mais c'était énorme, quoi. J'ai vraiment appris Mm. beaucoup de choses et dans des sports que je connaissais pas forcément. Et puis bah, j'ai eu la chance du coup avec le combiné d'aller aux Jeux Olympiques, donc ça c'était cool. Et puis Ouais. depuis cet été, là, je m'immisce dans l'équipe de France d'aviron. Donc, comme ça me fait un petit sport d'été, un sport d'hiver, ça change un peu. Et ça me fait aussi pas mal d'expérience et ça me permet, comme je dis beaucoup dans ma pratique de tous les jours, du coup, dans ce centre de sport, en fait, Mm. ce que je fais avec l'équipe de France de ski ou d'aviron, bah, me sert pour ce que je fais avec Mm. mes passions et vice versa, quoi. Cette double, Mm. on va dire double casquette, triple casquette maintenant, mais c'est super Mm. complémentaire et ça me permet de me remettre assez régulièrement en question et c'est super. Enfin, c'est une chouette expérience Mm. aussi aussi Ah, c'est jeune. énorme. Ouais, ouais, grave. Et justement, cette formation du CIO, t'as dit que c'était beaucoup théorique. En quoi ça consiste? C'est que vous abordez, on va dire, les pathologies liées à tous les sports olympiques. Tu vois, est-ce que t'as de la pratique? Qui c'est qui vous fait cours? Et après, sur un volume horaire, ça dure combien de temps et tout ça? Alors c'est étalé sur 2 ans. Donc en gros, pour faire simple, la première année, on reprend toutes les bases de physiologie du sport, de prévention des blessures, de monitoring des blessures. C'est tout en online, donc c'est tout théorique. Parce qu'en fait, c'est tous les Ouais. meilleurs intervenants en gros du monde dans leur domaine. Euh, et du coup, bah, on peut pas tous se réunir à ce moment-là. Mm. Et du coup, donc ça, c'est la première année, vraiment plus générale et plus axée physiologie, biologie, performance. Et puis la deuxième année, c'est un petit peu Mm. plus axé. Et aussi la première année où on parle beaucoup du fonctionnement d'un staff médical et de l'organisation médicale des Jeux Olympiques, comment on organise ça, qui fait Ouais. quoi, un peu l'organigramme.
Et c'est à ce moment-là, je me suis dit en fait que oui, effectivement, je peux comprendre que pour organiser des Jeux Olympiques, il faut 8 ans, 10 ans avant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Et voilà, on t'apprend pas mal là-dessus. Et puis la deuxième année, c'est vraiment plus, je trouve, axé pathologie par sport. Donc c'est comme ça qu'un peu j'ai pris goût à l'aviron, parce que voilà, on parle des pathologies en aviron, des pathologies en ski, des pathologies en football, des commotions cérébrales, et des choses vraiment plus spécifiques à chaque sport, et olympique ou non, mais voilà, des sports en général très spécifiques, et c'était pour moi très, très enrichissant, ouais. Pour moi qui est pas forcément beaucoup de nageurs, par exemple, j'ai appris beaucoup de choses sur les nageurs, sur les rameurs, sur les skieurs alpins aussi. Donc c'était super expérience. Ouais, super. Alors, Nico, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est au final le combiné nordique? Ouais, bien sûr. Je vais essayer de faire simple et explicite. En fait, c'est une discipline olympique qui regroupe deux sports a priori antagonistes, à savoir le saut à ski. Donc, généralement, les compétitions ont lieu sur des tremplins de 90 ou de 120 mètres. La plupart du temps, le concours de saut à ski est en premier. Celui qui va le plus loin, qui a la meilleure note de style, pour schématiser très fort, part en premier pour la course de ski de fond, le deuxième par deuxième. Il y a des pénalités et des écarts. Et après, derrière, il y a une course de ski de fond en 10 km, donc, qui se fait en poursuite par rapport aux pénalités du saut à ski. Donc, et à la fin, le premier qui franchit la ligne d'arrivée a gagné, quoi. Pour faire très simple. Une course de 10 km, ça oscille entre 22 et 26 minutes, selon les conditions de neige, selon le parcours, et selon si les techniciens ont bien farté ou pas. Ça peut jouer aussi. Mais globalement, c'est ça. Ils font un saut, et derrière, ils se courent après en ski, ils essaient de chasser l'autre, et le premier qui franchit la ligne a gagné. C'est énorme, et t'as qu'un seul saut, donc si pour une raison X ou Y, tu vois, les conditions de vent sont pas terribles ou quoi au moment où toi tu sautes, eh ben tu rétrogrades fort, et après faut fournir un effort peut-être encore plus important sur la piste pour rattraper tout le monde, quoi. Ouais, faut marner. Après, les conditions de vent, il y a des feux rouges et des feux verts. Si elles sont trop mauvaises, ils font patienter les sauteurs. Après, il y a des compensations, mais même avec ces compensations-là, un bon sauteur qui prend des bonnes conditions de vent, ça va quand même l'avantager là-dessus. Et après, derrière, effectivement, les typologies de courses, en fait, elles sont vachement variables, parce que il peut y avoir c'est de plus en plus, en fait, des petits groupes de 4-5, où ils partent tous dans la même seconde et ils se chassent d'un groupe à l'autre, ils rattrapent le groupe suivant, ça temporise, ça rattaque, ça temporise. Et c'est vachement... Au niveau de l'effort, en fait, c'est pas l'image qu'on peut avoir d'un sport d'endurance traditionnel où, je sais pas, un 10 km, un 10 000 mètres à pied, où ça se fait à peu près sur le même tempo tout du long. Là, en fait, il va y avoir beaucoup d'à-coups, et de plus en plus, en tout cas, et c'est aussi en lien avec les formats qui évoluent pour la télé, on assiste à des arrivées groupées, où ça va aller de 5 à 15 bonhommes, c'est déjà arrivé. Et puis, c'est le sprint final, en fait, c'est l'emballage final. Il y en a qui essayent de partir avant. Des fois, ils arrivent, des fois, ils se font rattraper. Et globalement, c'est un sport où il y a beaucoup de relance de puissance, en fait, pour moi. C'est énorme. Sur la partie ski de fond, en tout cas. Ouais. Et au final, sur une saison, comment elle se découpe pour toi? Sur une saison de Coupe du Monde, on va partir de celle-là. En fait, il y a des périodes, globalement, d'enchaînement de 3 ou 4 compétitions, souvent. Donc, ça fait il y a 2 à 3 compétitions par week-end. Et en fait, elle démarre le dernier week-end de novembre, souvent à Ruka, au Cercle Polaire. Et elle se termine au 15 mars, à peu près, en général. Ça enchaîne. Et puis, nous, à la différence du biathlon, on a des championnats du monde tous les 2 ans. Non, pas tous les ans, comme les skieurs de fond. Et les Jeux Olympiques tous les 4 ans. Donc, en fait, les championnats du monde et les Jeux Olympiques sont intégrés dans la saison. Ce qui fait que de temps à autre, on peut être amené à faire des impasses. Ça dépend des stratégies de préparation pour les compétitions. Mais des fois, ça arrivait de partir un mois de suite sans rentrer à la maison. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Donc là, c'est compète, récup. Entraînement, ça serait un grand mot.
C'est plus maintien des acquis et puis ça enchaîne. Et derrière, après, il y a des petites phases de régénération, mais c'est très souvent, c'est arrivé, moi sur les 3 JO que j'ai fait, on est rentré 2 jours après, on est reparti parce qu'il y avait une Coupe du Monde le week-end suivant. C'est aussi les impératifs de la télé, hein, les sports d'hiver pour exister, il faut passer. Enfin, comme tous les sports, hein, d'ailleurs, et on a aussi le calendrier aussi construit à cause de ça. Ou grâce à ça, je sais pas exactement, mais en tout cas en fonction de ça. Ah, c'est ouf. Ouais, sinon c'est souvent des courses individuelles et il y a aussi des épreuves par équipe. Donc en relais, où là la course de ski de fond, elle fait pas 5 km, elle fait 10 km. Elle fait pas 10 km, pardon, elle fait 5 km. Mais la majeure partie du temps, c'est un saut 10 km. Ok. Et tu disais donc plusieurs compètes dans le week-end. Ça veut dire que tous les deux, vous devez gérer une partie de la récup et tout ça aussi. Moi maintenant moins, mais avec les juniors, alors les compétitions s'enchaînaient un petit peu moins. Mais en fait, c'est déjà arrivé qu'on parte un mois de compète complet avec des juniors. Et c'est vrai que la récup, en fait, le plus dur à gérer, en fait, c'est arriver à maintenir le niveau technique au tremplin. Alors ça, c'était pas ma partie, mais c'est vraiment ce qui importe. Le niveau physique est un peu plus facile à gérer si la préparation a été bonne. Et derrière, en fait, toute la planif, elle se construit en fait, en tout cas la planif de l'hiver, en intégrant les dates clés qu'on vise. Et après, derrière, des séquences d'entraînement sur des blocs de 1 semaine, 2 semaines. 3 semaines, c'est impossible en saison. Où derrière, on va se repréparer pour la période qui suit derrière. Et après, sur la partie récup, en tout cas en lien avec l'entraînement, hein, Alexis, on l'a assez fait ensemble, hein, il dira plus sur sa partie à lui. C'est plutôt de la gestion de la charge d'entraînement minimale, mais sans tomber sans qu'il se ramollisse trop, en fait, pour faire simple. Et savoir à quel moment replacer les muscles, quel moment replacer les intensités, sachant qu'il faut qu'il refasse du saut à ski, qu'il refasse du ski de fond à basse intensité pour récupérer. C'est une mécanique un peu complexe, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Ah, grave. Et alors, justement, en termes de complémentarité entre la prépa et la physio, la kiné, sur le combiné nordique, qui fait quoi? Après, je vais laisser aussi parler un coup Alexis, il va m'en vouloir après. Mais globalement, les entraîneurs ont vraiment ce planif général-là. Enfin, le contenu d'entraînement appartient à l'entraîneur. Je pense que c'est bien que les rôles soient définis. Après, en cas de pépin physique, en tout cas, moi, je conçois la chose comme ça. Et avec Alexis, on a bossé comme ça, notamment, on pourra y revenir, hein, mais sur un cas particulier. C'est-à-dire que s'il y a une pathologie, s'il y a une blessure, en fait, nous, les coachs, on est là pour faire un programme d'entraînement pour les faire progresser, mais on n'est ni médecin ni physio. Donc en fait, on construit les étapes avec le physio, on attend les feux verts du physio avant de refaire autre chose. Moi, j'envoyais toutes mes séances de muscu et tous les cycles qui arrivaient à Alexis avant, en tout cas chez les gens qui avaient des pathologies. Et la complémentarité, elle se faisait là. Après, il essaye aussi d'apporter d'autres choses. Sur le travail de pied, sur de la mobilité. On n'est pas, je suis désolé, on n'est pas toujours réceptif, mais on l'écoute, mais on n'arrive pas toujours à le mettre en place parce que les journées sont longues, mais en tout cas, moi, je le lis toujours avec attention. Après, des fois, on dit oui, des fois, on dit non. D'accord. Et Alexis, alors, qu'est-ce que tu fais, toi? J'essaye de me faire ma place, déjà. Ça, c'était pas évident au début parce que, à la base aussi, dans le combiné, ils prenaient plutôt des ostéopathes et les 2 collègues avec qui je suis, Mathieu Mignot et puis Laurent Michou, c'est des ostéopathes, donc ils avaient plutôt une vision structurelle, quoi, et pour tout ce qui était un peu aspect prévention des blessures, que ce soit l'été ou l'hiver, ils avaient moins, enfin, je pense une vision un peu différente de la mienne, et donc du coup, c'était moi qui sortais de l'école, c'était un petit peu dur au début, puis petit à petit, j'ai réussi à convaincre certaines personnes qu'on pouvait améliorer des choses, en tout cas. Et surtout, ce qui est dur dans des groupes de haut niveau, c'est qu'il faut réussir à changer des choses, mais sans que ça paraisse pour une révolution, en fait. Et pour les entraîneurs, parfois, faire un petit test ou faire quelque chose, ça paraît un truc énorme, ou ils pensent que ça va mettre en péril tout un cycle d'entraînement, et c'est pas évident à argumenter, disons. Donc
Donc voilà, donc c'était cool avec Nicolas et puis même les autres membres du staff, petit à petit, ils font un petit peu plus confiance et j'ai l'impression que ça porte ses fruits parce qu'on n'a pas trop de blessés en combiné de par le sport, parce que comme disait Nicolas, très justement, c'est un sport très complet, donc il faut être à la fois explosif et à la fois endurant, donc, et c'est des qualités très complémentaires. Il faut à la fois être endurant mais soulever des charges énormes. Et aussi de par le fait qu'il n'y a pas d'impact, quoi. Enfin, il n'y a pas les impacts de la course à pied ou du football. Donc, de base, je pense que ça limite un petit peu les risques. Mais on a eu, surtout moi, au début l'été, la première chose qui m'a un peu frappé, c'est l'été, ils font beaucoup de ski à roulettes et de course à pied, de trail. Et ils avaient tous des périostites tibiales. Et quand j'en parlais aux entraîneurs, c'était ça faisait partie de l'entraînement, quoi. C'était en mode ils ont des périostites. Ouais, on sait, quoi. Ça fait 10 ans qu'ils ont ça, c'est normal, quoi. Et pour moi, c'était dur à accepter ça, de dire mais c'est normal qu'ils se blessent, quoi. Et donc du coup, petit à petit, on a essayé un petit peu de faire un petit peu plus de course à pied l'été, et puis surtout un petit peu l'hiver, parce qu'ils en faisaient beaucoup moins l'hiver, forcément. Donc dans les planifications, ils ont essayé aussi un petit peu, pour varier l'entraînement, de mettre un petit peu plus de course à pied ou de corde à sauter ou de choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a plus trop de périostites, donc c'était un petit changement, mais qui a eu des gros effets, parce que du coup dès qu'ils rattaquent une saison, ils ont moins cette peur de la périostite et ils peuvent s'entraîner correctement. Moi, le but, c'est qu'ils puissent s'entraîner correctement et qu'ils puissent encaisser la charge de travail des coachs. Donc pour l'été, en tout cas, moi je trouve que j'ai plutôt un rôle de mai à novembre, et puis après logiquement, quand la saison attaque de novembre à mars, c'est plutôt garder un corps à la fois flexible, parce que en soi ski et en ski de fond d'ailleurs, faut être assez flexible au niveau des hanches, des chevilles, et déceler les petits premiers signaux de blessure ou de pseudo surutilisation d'un corps fatigué, parce que comme disait Nicolas, c'est vrai que les compètes, c'est en gros vendredi, samedi, dimanche. On part le dimanche soir, t'arrives chez toi le lundi matin, des fois à 2h du matin, puis tu repars le mardi matin ailleurs. Enfin, donc c'est pas évident, autant les transports que un peu le stress de la compétition, quoi. Et comme blessure, alors vas-y. Ouais, excuse-moi, non, mais je rejoins Alexis, et c'est vrai qu'il a quand même apporté des choses, et non qu'on fasse parfaitement, mais on a un gros avantage, c'est que je pense qu'il y a peu de surutilisation, parce que c'est un sport qui est saisonnier, c'est-à-dire que les moyens d'entraînement, en fait, l'été notamment, ils sont très variés, entre le vélo, la course à pied, le renforcement, le ski à roulette, le saut à ski, etc. C'est-à-dire que ils sont quand même sollicités dans plusieurs plans, avec pas toujours des sports qui induisent des chocs, avec très peu de changements de direction violents. Et on est aussi chanceux de pouvoir, évidemment, une périostite, si c'est chronique, c'est pas acceptable. Et je rejoins Alexis sur le coup. Mais on a peu de pépins oui, on les avait pas tous cassés non plus. Je suis d'accord avec toi. Et on a peu de pépins par cette surutilisation-là. Et justement, là où Alexis a été bon, et où je pense que c'est le rôle d'un physio, c'est que alors nous, ils s'entraînent 2 à 3 fois par jour, toute l'année, et les entraîneurs, on a toujours l'impression qu'on n'a pas assez de temps, parce que faut aller à l'essentiel, et souvent l'écueil qu'il y a, et surtout maintenant, on a un énorme accès à l'information, on est inondé d'informations dans tous les sens, et on n'est pas toujours capable de faire la nuance entre ce qui est utile, ce qui est intéressant et ce qui est secondaire. Et nous, on bétonne aussi en faisant des choses simples la plupart du temps. Et c'est vrai que quand Alexis ou un physio arrive en disant « mais attends, ça peut vous aider et tout », il y a toujours un petit peu de méfiance au début, non pas envers la personne, loin de là, mais en disant comment on va l'intégrer au-dessus. Il faut pas que ça empiète sur l'essentiel, parce que jusqu'à preuve du contraire, pour bien sauter, il faut s'entraîner sur un tremplin. Pour bien skier, il faut s'entraîner sur des skis de fond ou des skis ro. Pour bien jouer au foot, il faut taper dans un ballon, etc. Et après, sur ces choses complémentaires, effectivement, sur quelque chose de chronique, comme les périostites, il y a un vrai intérêt. Moi, je veux toujours plus mesurer sur les gains de perf, parce que
c'est par nature, pour moi, le gain de perf, il se fait quand on travaille les basiques et qu'on travaille l'essentiel. Par contre, des apports, de régler des problèmes chroniques qui permettent aux gars d'être dispo 365 jours par an. Alors j'exagère parce qu'il y a quand même 3 semaines de pause au printemps, mais c'est sûr que c'est indéniable. Et je pense que le rôle du physio dans la préparation et dans la gestion des blessures et de la disponibilité, il est surtout là. J'ai envie de dire, s'il intervient sur une blessure, c'est qu'il y a un truc qui est pas allé comme il fallait à un moment. Et ça, c'est pas de sa responsabilité, c'est plutôt de la nôtre. Donc, voilà pour moi le rôle du physio, en tout cas, ou comment moi je le conçois, et je pense comment Alexis l'est, et ce qui fait qu'aussi, je pense, ça a bien matché nous deux, parce qu'on a réussi à trouver cet équilibre-là, à l'époque. Enfin, toujours maintenant, mais on travaille un petit peu moins ensemble. Ouais, puis juste pour rebondir, c'est vrai qu'on est sur des petits effectifs, donc c'est vrai que par rapport à des effectifs de foot ou de rugby, on dit ouais, il y a un blessé ou 2 blessés, c'est rien. Pour nous, quand l'année passée, il y en a un qui se pète l'avant-bras, qui est en équipe A, bah en fait, ils sont 4, donc du coup, ça te fait 25% de l'effectif en moins, quoi. Donc c'est pour ça que nous, je trouve la prévention des blessures, c'est super important pour ça, quoi, parce que dès qu'il y en a un qui est absent, peu importe le groupe A, B ou junior, bah en termes de pourcentage, ça fait un gros pourcentage d'effectifs en moins, quoi. Ouais. Alors, on n'est pas que 4 au total, hein. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Ouais. Et justement, alors comment l'un et l'autre, comment vous communiquez ensemble et quelles informations vous partagez avec le staff technique? Tu vois, qu'est-ce que le physio dit, qu'est-ce que le prépa dit, et qu'est-ce que entre vous dites par rapport à des blessés ou par rapport à on va dire des athlètes sains aussi. Est-ce que vous communiquez là-dessus? Est-ce que toi, Alexis, tu dis ben voilà, sur la récup, j'ai vu qu'il y avait ça, peut-être ils se plaignent de ça et tout. Tu vois, comment vous organisez votre relation entre vous et par rapport au staff? On peut peut-être faire un cas concret sur un blessé, justement, comme on avait communiqué par rapport à ça. En fait, on avait un jeune, il est toujours jeune, hein, qui avait une dysplasie diagnostiquée, après syndrome fémoro-patellaire, on savait pas trop. Il avait passé son hiver, son programme que je lui fais, c'était va nager et fait de la poussée, parce qu'en saison, on n'avait pas le temps de le gérer un peu plus que ça. Et c'était il y a 3 ans en arrière. Et au printemps, il fait IRM à Dijon, je crois, et le médecin qui lui passe l'IRM lui pose comme diagnostic qu'il faut plus qu'il fasse de sport du tout. Donc après, quand il t'appelle, tu sais qu'il est pas tu sens à la voix que c'est pas génial. Après, tu le rassures, hein, tu lui dis, écoute, on va déjà voir avec le médecin de la Fédé, etc. Et à partir de là, le médecin a posé son diagnostic, donc le médecin fédéral, qui était évidemment non, tu pourras pas ne plus jamais faire de sport de ta vie. Et nous, le positionnement que moi j'ai eu avec, en tout cas qu'on a aussi, le staff a eu avec, c'était tu pourras pas pour le moment t'entraîner comme les autres, mais par contre tu feras différemment que les autres et on va s'adapter. Et ça te remet aussi en question en tant que prep, parce que pour moi, pour être performant en ski de fond, il faut faire de la course à pied. C'était mon a priori que j'avais, mais je pense que ça aide beaucoup. Sauf que lui, il pouvait pas en faire pour le moment. Alexis, ça sera à son tour d'expliquer comment il l'a aidé à en refaire. Et du coup, il a fait du VTT tout l'été. Et ce jeune-là, la saison suivante, il fait médaille de bronze au mondiaux junior individuel, vice-champion du monde junior par équipe. Et l'année d'après, il est dans le relais, 2 ans après, il est dans le relais 5e au jeu. Et en fait, une fois que je reviens un peu en arrière, mais quand le médecin a posé son diagnostic, il y a une ordonnance de kiné. Et moi, à partir de là, je regarde l'ordonnance de kiné, je dis, OK, ça, moi, je cherche une progression et une construction en lien avec ça, même si je m'improvise pas du tout kiné, hein. Je réfléchis à comment je vais faire les choses, et après, avec Alexis, on a vraiment été je lui ai fait valider, en fait, tous les mouvements, toutes les séances que j'avais prévu de lui faire. Et en fait, on n'a pas tâtonné on a tâtonné, justement, on n'est pas parti avec un rétro-planning précis. Et en fait, c'était quasiment de la gestion au jour le jour, où en séance, c'était un jour, viens à tel angle, ah tiens, ça te fait mal. Si ça te fait mal légèrement, reste-y, parce qu'il faut que tu ailles travailler où ça te fait un peu mal.
Ça te fait trop mal, bah remonte un peu, on charge, on décharge. Est-ce que le poids, on le met devant, on le met derrière sur un squat, etc. Et après derrière, on a tout construit autour de là, mais en lien. Alexis, il pourra aussi détailler sur la partie physio, hein, mais vraiment en lien avec Alexis sur essayer de le construire et de lui donner de la confiance là-dedans. Alors c'était pas parfait, mais en tout cas ça a permis qu'il continue à progresser, hein, parce qu'il était que junior. Et après Alexis a réussi l'année suivante. Alors là je l'avais un peu modéré peut-être aussi au début, mais c'était très bien à réintroduire la course à pied progressivement sur des séquences à M+2, M+3. Et derrière en fait ça lui donne pas forcément des armes à court terme, mais c'est con à dire, mais c'est une corde de plus à son arc pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir utiliser plusieurs moyens d'entraînement. Et du coup, l'apport du physio et particulièrement d'Alexis sur le coup, a été super important parce que ça te rassure aussi en tant que prep. Hein. Tu dis ok, je navigue à vue, on sait pas où on va. Ok, on check, on revient en arrière, on retourne devant, etc. Alexis. Ouais, exact. Ouais, alors ça c'est clair. C'est vrai c'était assez un cas assez intéressant parce que ça, je pense pas que dans le combiné, ou je pense pas que le staff avait déjà eu affaire à ce genre de pathologie. Moi, j'avais déjà eu des cas quand je travaillais en cabinet ou autre. Donc, moi, j'avais une vision de la potentielle évolution, et le staff avait une vision plus ou moins aléatoire du truc, savait pas trop comment le gérer. Et puis le sportif non plus, savait pas trop quoi faire. Il avait essayé pas mal de choses. Donc, c'est vrai que le fait, et ça c'était une chance, hein, que le staff me fasse un peu plus confiance là-dessus. Enfin, j'ai pris un peu plus d'importance là-dessus. Ben, comme disait Nicolas, je pense que ça a aidé, et on a essayé, voilà, petit à petit de gérer cette charge d'entraînement. Et c'était grâce à mon expérience en dehors du coup du ski qui a permis ça, et qu'on a mis quasi il a fait une saison planche, l'athlète, puis après il a mis quasi vraiment 2 ans à ce que ça aille vraiment bien. Mais c'était parce que le staff était assez ouvert d'esprit pour me faire confiance, et puis l'athlète très intelligent pour suivre ce qu'on lui disait, quoi. Parce que c'est le problème de certains athlètes, on en a pas mal, et c'est même les sportifs amateurs qui veulent en faire toujours plus, quoi. Et lui était assez focus pour se dire ok, bah ils m'ont dit de faire ça, je fais ça, point barre, et j'en fais pas plus, quoi. Parce qu'il savait que s'il en faisait plus, et ben il allait le payer derrière, quoi. Par contre, dans la discussion, c'est vrai qu'on va se jeter des fleurs en disant qu'on a réussi à résoudre le problème, mais l'athlète a été très intelligent sur le coup. Déjà, c'est parti de lui, parce que c'est pas nous qui sommes sur les skis, et c'est pas nous quand chions, pour être poli, tous les jours. Et c'est vrai qu'il y avait aussi, même s'il suivait, il y avait quand même beaucoup d'échanges, et on checkait avec lui, ok, ça va, ben on va un peu plus loin, bon, ben ça va pas, on revient un peu en arrière. Et il y a eu des journées où c'était vraiment pas facile, hein. Ça se voyait sur sa tête. T'as des journées, il avait mal dès le matin. Donc tu sais, je me souviens du stage de prep pour les mondiaux juniors à Seefeld, bah, tu sais que tu vas rien en tirer. Donc il bougonne un coup, tu fais ouais, c'est bon, il y a des merdes de toi, je vais m'occuper des autres. Et ça c'est normal, hein, c'est de la relation humaine. Non mais c'est vrai, c'est aussi de la confiance, mais ça part quand même de l'athlète et de sa volonté à lui de s'accrocher et des qualités qu'il a. Après derrière, ton rôle de prep ou ton rôle de physio, c'est pas toi qui le fais sauter plus loin ou courir plus vite, hein. Enfin ce qui est plus vite en l'occurrence, hein. Toi t'es juste là pour essayer de lui donner les solutions à faire, mais on a eu des échecs aussi de gens qui ont eu des soucis, et derrière ils ont pas réussi à accrocher parce que eux avaient peut-être pas cet intime de motivation et conviction, que nous on n'a pas été bon dans le discours par moment, donc c'est pas tout rose non plus. Mais en tout cas, ils doivent déjà sentir qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, qu'on essaye de maîtriser ce qu'on fait, même si on maîtrise pas tout. Et derrière, après, c'est quand même lui qui fait 80% du job, hein. C'est quand même l'athlète. Blessé ou pas blessé d'ailleurs. Et justement, alors la place de l'ego, aussi bien peut-être de l'un envers l'autre, mais voilà, justement par rapport à l'équipe, on a parlé un peu de communication. L'ego, donc on en parlait avec Martin Muchette sur le hors-série numéro 1. Est-ce que vous arrivez justement à mettre le volume au bon niveau quand il faut, tu vois, entre si vous n'êtes pas d'accord par exemple sur un athlète, comment vous le gérez, comment vous arbitrez, est-ce que le staff technique rentre là-dedans, est-ce que
Est-ce que tout le monde discute autour de l'athlète? Est-ce que c'est l'athlète qui choisit? Tu vois, comment vous faites? Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un chef d'équipe. Donc déjà, s'il y a une décision où le reste du staff est pas d'accord, ça reste quand même le chef d'équipe qui tranche, à tort ou à raison, mais en tout cas, pour que ça avance, faut que ça fonctionne comme ça, hein. De toute façon, après, on argumente. Après, l'ego, c'est vaste. Alors, mon ego est au plus bas parce que on a fait un trail les deux au mois de juillet et puis Alexis m'a battu. Donc là, je suis vraiment tout en bas. Mais j'étais pas prêt, je me prépare pour plus tard. Mais non, mais blague à part, l'ego, en fait, en tant qu'entraîneur, il existe parce que dire que t'es pas drivé par ton ego, pour moi, c'est pas vrai parce que t'as envie de faire les choses bien, t'es compétiteur. Et après, l'idée, c'est pas de t'attribuer les mérites de la réussite, mais t'as toujours de la fierté et t'as toujours t'as envie de montrer à l'athlète que ce que tu lui proposes, ça tient la route, ça lui correspond. Et bien sûr que je connais pas, si un coach te dit qu'il a pas d'ego, pour moi, c'est pas vrai. Sinon, la performance, même si à la base t'es quand même heureux pour la personne, hein, enfin, franchement, quand elle fait la perf, mais sinon en fait, tu serais neutre par rapport à une performance, tu serais ni content ni pas content parce que t'aurais pas d'émotion. Donc après, il faut juste pas mettre tes intérêts personnels avant. Et après, ton ego, le curseur, il est pas toujours facile à donner, à placer au bon endroit. Et surtout quand tu débutes. Moi, au début, t'as vraiment envie de prouver que t'es légitime. Et je pense que quand t'es prep physique, en tout cas, t'as un sentiment d'illégitimité permanente. T'as toujours l'impression que ce que tu fais, y en a qui font mieux que toi. T'as des gens qui sont plus dans le milieu depuis 15 ans, mais qui ont pas remis de pied séance d'entraînement, qui viennent te dire qu'il faut pas faire comme ça. Donc toi, ça te touche un petit peu. Ah, si, on en a. Et ça te touche un petit peu et t'as envie de prouver. Alors, quelque part, l'ego, ça peut être un bon moteur. En tout cas, en tant que coach. Il faut juste pas te placer au-dessus de tes athlètes. Et après, dans la relation avec Alexis, je pense pas qu'on chambre, mais chacun arrive à... En tout cas, moi, je trouve à rester à sa place par rapport à ça. Même si j'aimerais bien que sa place soit quelques minutes derrière au prochain trail. Alexis, qu'est-ce que t'en dis? Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, surtout. C'est pas toujours évident, surtout au début. Moi, je me rappelle, et je pense que c'est le cas de plusieurs kinés quand rentrent dans des équipes un peu de haut niveau. T'as envie d'un peu de révolutionner le truc et de dire ah non mais faut pas faire comme ça, on va faire comme ça, mais c'est bien mieux comme ça, tac. Et c'est vrai que je pense comme tous les kinés qui ont commencé dans une équipe, bah je me suis pris une rafale de refus en mode bah non on va pas faire ça, non c'est trop risqué, ah bon on y pensera puis on n'y pense jamais. Donc au début bah enfin voilà on remet son point dans sa poche et puis c'est tout parce qu'on est content d'être là. Et donc déjà ça fait un peu mal à l'ego. Mais maintenant, avec un peu d'expérience, ça fait 5 ans que je suis dans l'équipe. Ben, c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent ou peu importe l'équipe qui veulent révolutionner quelque chose, je lui dis bah attends garçon, pose-toi un petit peu, vois un peu comment ça se passe avec l'équipe et puis une fois que tu auras fait ta place, là tu vas pouvoir t'exprimer et avoir un écho un écho vraiment un petit peu plus grand. Donc c'est vrai que pour nous la place de l'ego en tout cas kiné c'est je pense qu'il est assez facile à gérer. On n'en a pas, peu importe le sport. Dans le sport de haut niveau, on est vraiment, je trouve, un peu la dernière roue du carrosse. Les derniers budgets, bah, c'est pour le kiné, mais avant, il y a le technicien, il y a les préps physiques, il y a les analyses vidéo dans certains sports. Donc, on n'est pas, en tête de liste, disons, mais je trouve que ça commence à évoluer, à changer un petit peu, donc ça c'est cool. Mais globalement, c'est un peu ça quoi. C'est si on a de l'argent, on emmène un kiné ou un médecin. Nous on n'amène jamais de médecin parce que ça coûte un peu cher. Donc nous kiné, on fait un peu médecin, infirmier, kiné, ostéo, caméraman, logisticien, on fait pas mal de trucs. Donc du coup l'ego il est vraiment à mettre à notre profit, je pense. Et ça, c'est le rôle de l'ego du kiné de base, je trouve, dans une équipe qui fait du haut niveau, moi, national ou international, peu importe. Et puis l'ego, quand on est face à un athlète ou à un staff, en tout cas nous avec Nicolas, je pense que c'était assez bienveillant, je pense, et on voulait vraiment pas
pas tirer la couverture à soi est vraiment le meilleur pour l'athlète et entre guillemets pour l'équipe, c'est peut-être plus facile à faire parce que ça quand même si on est dans une équipe de France, ça reste quand même des individualités. Donc on dit pas l'équipe de France a fini 3e, on dit telle ou telle personne a fini 3e. Donc c'est peut-être plus facile quand c'est un individu tout seul qui se gère plutôt qu'un individu dans un collectif. Mais je trouve que voilà, sur ce cas précis, même d'autres, on est assez intelligent pour ne pas se tirer dans les pattes, que ce soit le staff médical avec globalement le staff technique et les entraîneurs et l'encadrement. Donc ça c'est super agréable. Du coup en tout cas pour moi, c'est vrai que dans cette équipe-là, je me sens vraiment bien parce que c'est agréable de travailler avec des gens qui ont un minimum d'ouverture d'esprit quand même. Et on est dans un petit groupe aussi, donc c'est aussi une petite famille. Donc on s'entend pas forcément sur tout et moi j'ai envie de faire des trucs depuis des années qu'on fait pas et chaque début de saison ça me saoule un petit peu, mais il y a tellement d'autres choses qui fonctionnent et, que ça remet un peu d'espoir disons. Mais voilà, les Lego dans notre relation ça se fait, c'est pas un sujet je pense. Mais en plus le sport de haut niveau c'est quand même assez c'est assez tranchant et ça te remet vite sur terre parce que c'est comme les résultats qui font que ça valide ce que tu fais ou pas. Et moi, pour avoir été chanceux, alors ça, c'est pas lié à mes compétences outre mesure, mais j'ai connu l'ancienne génération, qui était la génération dorée, où j'étais dans le staff, qui était une génération à maturité, où on faisait sur des championnats du monde chez les grands, chez les seniors, sur 4 courses, on faisait 4 médailles, etc. Et maintenant, on a une équipe qui est en reconstruction, qui refera des médailles, j'en suis persuadé, mais où les résultats, forcément, sont un peu moins bons parce qu'ils apprennent. Et t'as 2 options, en fait. Soit tu dis, quand je joue avec les gars qui étaient forts, parce que c'est comme l'athlète qui fait la perf, on joue un génie. Mais si t'as ce raisonnement-là, c'est perdu. Parce que derrière, tu peux faire du très bon boulot et avoir des moins bons résultats. Parce que ton équipe elle est en construction pour plein de raisons. Et je trouve que ça te rappelle vite. Enfin, moi d'avoir connu les deux, ça te rappelle aussi vite à la réalité. Et après, c'était plutôt sur la partie où je fartais les skis à l'époque, mais ça te le fait quand même. Et le fartage des skis t'aide beaucoup à pas avoir d'ego parce que c'est assez binaire comme fonction. T'as bien bossé et ça glisse, t'as mal bossé et ça glisse pas et ça se voit tout de suite. Et tu te fais chambrer. Et tu te fais chambrer à la télé en direct, etc. Ça peut arriver. Donc, mais voilà. Mais après, sur l'ego, pour terminer le rôle du physio, Alexis, c'est vrai que Alexis ou les autres, les physios dans un staff, et je pense dans toutes les petites disciplines, et j'inclus tout le ski dans les petites disciplines, comparé à du foot ou des choses là, ils ont des rôles, ils sont multicartes, et ils sont obligés d'accepter ça, et ils sont indispensables au fonctionnement de l'équipe, dans le sens où, comme il dit, logisticien, il va filmer, le soir après sa journée, il fait quand même son boulot de physio. Ils ont quand même beaucoup de tâches. Alors j'ai pas osé lui faire des skis encore, on va peut-être essayer. Pour l'instant, c'est la seule chose qu'il a pas occupée, mais non, mais c'est vraiment indispensable, et je pense qu'ils ont un lien de confident avec les athlètes. Alors ça, c'est commun à tous les sports, où ils peuvent leur dire des choses qu'ils disent pas forcément à leur coach, à leur technicien. Et je pense que sur un équilibre de groupe dans la globalité, le rôle du physio et le fait qu'il sache rester à sa place et de force de proposition quand même, pour moi, c'est indispensable à la réussite en tout cas. Ouais, exactement. Des fois, vouloir en faire trop, ça nuit à l'équipe et il faut savoir rester à sa place, je trouve, et c'est exactement ça. Mettre le volume au bon niveau. Et les gars, est-ce que vous avez des mentors, des gens qui vous inspirent? Nico, tu vas pas me dire Alexis, tu vas pas me dire Nico quand même. Ah si, dommage. Ah si. Là, tu me prends. J'avais que ça en tête. Je sais pas. Non, des gens. Je peux le dire parce qu'il est parti, mais moi j'ai adoré bosser avec Étienne Gouy, qui était le chef d'équipe de 2009 à 2015, qui avait arrêté et qui est revenu sur les 2 dernières années. Et on a eu des tensions à un moment. C'était très tendu il y a 2 ans, mais j'ai adoré. J'ai beaucoup appris de lui. Et après, moi, sur un mentor, j'ai adoré Fred Aubert, que j'ai eu en formation sur la vitesse, qui vient de l'athlé, qui a fait du foot. Un gars, c'est ça.
C'est presque mon mentor perso, c'est Loïs Robin Monaco. Je sais pas s'il écoutera, mais j'aime beaucoup discuter avec lui sur une approche qui est un petit peu différente. Et ça, c'est pas le mentor, hein, ça serait exagéré, puis il va se vexer, mais ouais, Enfin, moi, j'aime beaucoup échanger, je me nourris d'échanges avec beaucoup de personnes. Après, je mets du temps à accorder ma confiance, entre guillemets, mais quand je suis en confiance, j'arrive vraiment à foncer avec les gens, à leur faire confiance. Et quelque part, ils ont ce rôle de mentor. En tout cas, même si je parle pas avec eux, je me rappelle d'eux autres choses qu'ils m'ont dites et ça me sert quand même. Et toi, Alexis? Moi, mes mentors, j'en ai, je pense, deux ou trois très, très opposés. Le premier que je voudrais, je pense, remercier à vie presque, c'était mon promoteur de mémoire. Personne ne voulait être mon promoteur de mémoire. Enfin, personne ne voulait être, en tout cas, un de ses élèves. Et moi, c'est le premier que j'ai choisi, c'est Mathieu Pestiot. Je pense que je vais lui faire écouter le podcast, il va être content. Et c'est mine de rien, c'est grâce à lui qui m'a poussé à faire ce mémoire de kiné, qu'au final, 5 ans plus tard, le fait d'avoir fait ce stage avec l'équipe de France, ça m'a permis de faire ce diplôme de kiné du sport avec le truc du CIO, et qui a débouché, en fait, c'était une cascade pour moi jusqu'aux Jeux Olympiques, et c'était, en fait, un petit événement dans une vie, ça, en fait, ça influence tout. Je m'en rends compte maintenant, donc c'est énorme. Donc c'est vraiment grâce à lui. Et puis à l'école aussi, mais vraiment ça, c'était pour moi un mentor. Et j'envoie toujours des emails alors qu'on se voit plus, quoi. Mais je lui donne toujours des nouvelles et ça lui fait plaisir, je pense. Ça, c'était un de mes mentors à vie, quoi. Deuxième qui n'a rien à voir, mais c'est Dwayne Johnson, The Rock. Mais lui, si. Désolé. Coupez-lui le micro, s'il vous plaît. Non, mais désolé, Nicolas, mais non, mais parce que c'est quelqu'un où, en fait, j'ai l'impression c'est un optimisateur de temps. C'est impressionnant. Et s'il doit tourner un film à 7h, il doit faire sa séance de sport, il se lève à 3h du matin, il gère sa marque de tequila et tout. Pour moi, c'est un exemple là-dessus. En plus de son tour de biceps, mais sur son organisation là, il optimise son temps de manière énorme, quoi. Et moi, j'ai pas mal d'amis ou de collègues qui me disent, mais attends, et ma copine en premier qui est au bout de sa vie, parce que je fais tellement de trucs, mais qui dit, mais comment tu fais tout ça? Et c'est vraiment de l'organisation, quoi. Enfin, je fais du sport, je travaille un peu là avec l'aviron, le ski, et d'autres projets, accessoirement, mon travail à la tour. Enfin, donc j'adore sa rigueur, quoi, en tout cas. Donc, t'as des posters de lui et un autre qui m'a, non, mais j'aimerais bien, mais je pense que s'il me demande de le marier, je pense que je peux très très vite changer d'orientation sexuelle, je pense. Mais ça va bien. Non, mais voilà. Et une autre personne qui m'a fait connaître aussi la tour, c'était Guillaume Servan. Je suis aussi, il le sait pas encore, et peut-être il va gagner en ego, mais je suis un fan de lui. J'adore. Franchement, il est d'une humilité. Il fait pas de bruit. En fait, il fait des trucs énormes. Donc voilà, je vais peut-être pas avoir, j'ai pas non plus un poster de Guillaume Servan quand je me couche, mais à côté de Dwayne Johnson. Quand il a intervenu du coup à côté de Dwayne, bon, ils ont les mêmes cheveux, mais et quand je l'ai vu au CEC de kiné du sport, il a vraiment bien vendu la tour, et je m'étais dit, je me rappelle à l'époque, si je bosse à la tour un jour, je m'étais dit, c'est que t'es vraiment un bon physio, donc j'y travaille depuis 2 ans, donc c'est que je dois pas être trop mauvais, quoi. Et vraiment, je me suis dit ça, donc merci Guillaume de m'avoir fait découvrir ça, quoi. Et j'aimerais bien travailler un peu plus avec lui, en collaboration, et voilà. Et voilà, mes mentors. Parfait. Est-ce que vous avez des livres, du coup, un peu des livres de chevet, ou des livres qui vous ont marqué? Ouais. On va essayer de pas sortir toute la bibliothèque, mais un livre que j'ai beaucoup lu quand j'ai sorti de mon DU, parce que je l'avais eu en formateur, c'est le bouquin de Benjamin Delmoral, qui doit s'appeler Prophylaxie.
je l'ai plus en tête. Il est corné. Je l'ai prêté à Arnaud, qui est coach avec nous maintenant. Je l'ai prêté à tout le monde. Donc, du coup, je pense qu'il tient avec un timbre avec des trombones maintenant. Et j'ai beaucoup lu ça à l'époque. J'ai beaucoup lu Edgar Morin. Alors, c'est pas un bouquin de sport, mais l'introduction à la pensée complexe, par exemple, c'est presque le premier livre que je conseillerais de lire pour faire un programme d'entraînement, parce qu'il y a tout dedans, en fait. C'est assez fou. L'approche de la complexité et de mettre en place des choses simples en face, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et le troisième, j'ai obligé de le placer, je suis désolé Alexis, c'est Simple et sinistre de Pavel Tsatsouline. C'est avec une discussion avec Loïs qui m'avait coaché sur les kettlebells, parce que en fait on fait que de coacher des gens, mais ça fait du bien de se faire coacher de temps en temps. Et petit à petit, il m'a même pas conseillé ce bouquin. J'ai juste exploré ce qui se faisait chez Strong First, même si je suis très très loin de ce qu'ils sont capables de produire, et je suis pas dans ce cursus-là. Mais j'ai lu ce bouquin, et sur l'approche du conditionnement et l'approche de la force, ça m'a mis une claque quand même. Ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses, et je pense que tu voulais comprendre la force. C'est le premier bouquin que je conseillerais, en fait. Il est bien fait. Alors c'est russe, ça c'est traduit, ça parle d'acide lactique, c'est tout ce que vous voulez, mais faut prendre un peu de hauteur, et c'est vraiment une mine d'or, ce bouquin. Donc voilà. Ouais. Et les mémoires d'Alexis Grappin, quand elles seront sorties, ça, je pense que 90% de la population dira pareil. Et toi, Alexis, du coup, l'autobiographie de Dwayne Johnson? Exactement, principalement. Non, en vrai, je pense que c'est aussi pour ça qu'avec Nicolas, on s'est bien entendu, c'est que j'ai eu aussi un mentor bonus, c'était Dr Julien Petit, avec qui j'ai travaillé, qui était médecin, qui est médecin du sport, et il m'a, au début, quand je commençais à traiter des gens, je me disais, ouais, une tendinopathie, c'est directement c'est onde de choc, c'est machin, et en fait, lui, il m'a dit non, il m'a dit, t'oublies tout, les ultrasons t'oublies. Il m'a dit la base c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule tendineuse? Qu'est-ce que c'est qu'une cellule musculaire? Comment ça fonctionne? Donc tous mes livres, j'ai pas mal de livres où en gros je reprends la base. Donc j'ai typiquement un de mes livres de chevet de temps en temps, c'est le livre d'anatomie, le Néther, le livre de physiologie humaine, des trucs en fait que j'ai appris à l'école, quoi. Et je reprends la base parce que je trouve que parfois on oublie, on s'enferme trop dans des techniques ou des trucs qui fonctionnent, et au final la base du corps humain, elle reste la même. En tout cas, les connaissances évoluent un peu, mais la base, reste toujours pareil. Donc, c'est tous des livres comme ça, d'un petit peu de physiologie, de biomécanique aussi, comment ça fonctionne, qui moi me plaisent vraiment, et qui me permettent de progresser sans que j'en connaisse plus. C'est juste que j'en apprends je m'imprègne de plus en plus d'un fonctionnement du corps. Donc ça, c'est tous les trucs de base, quoi. Et puis un autre là que je suis en train de lire, c'est Commencer par pourquoi. C'est plutôt un livre un peu de leadership humain. C'est voilà, pourquoi, qu'est-ce qui nous inspire en fait. Exactement. Donc ça, je suis en train de le lire et j'aime vraiment bien, quoi. Et voilà, Dwayne, si tu m'écoutes, tu m'inspires. Et les gars, pour terminer, où c'est qu'on peut vous joindre, et quel réseau social que vous utilisez le plus et où vous êtes le plus disponible? Tu vois, sur Instagram, moi j'ai une page avec pour les gens que je coach, où j'ai des programmes clés en main, où je essaie de partager des choses. Alors j'ai pas le droit des influenceurs, mais ça s'appelle Agile Training, AJLE.training. Voilà. Après j'ai LinkedIn, mais vu que je désactive toutes les notifications, c'est possible que si vous m'écriviez, je vous réponde 2 mois après. Mais vous pouvez quand même toujours essayer. Et puis voilà, principalement. Et par mail, n.vandel, @protonmail.com, si jamais. Et puis Alexis, ton numéro est bloqué, là j'en peux plus après cette interview. Lui, il peut plus me contacter. Ah, c'est pour ça, faut que je tape en ambassadeur. Voilà. Ok. Et Alexis, moi, plutôt sur LinkedIn, pas mal, et puis de temps en temps sur Instagram avec mon super surnom Fatboy du Jura, du bas fit, qui me caractérise tant. Mais sinon plutôt pour le parti professionnel ou pour des questions un peu plus
carré, disons. Sur LinkedIn, j'aime bien. J'aime de plus en plus ce réseau social. J'en apprends de plus en plus là-dessus. Peut-être que je devrais me mettre sur Twitter. Peut-être, je connais pas trop, mais ouais, LinkedIn, j'aime bien. Donc, je suis assez réactif là-dessus. Carré comme Dwayne Johnson, quoi. Exactement. Messieurs, merci beaucoup, en tout cas, pour le temps passé. Merci à toi. Merci. C'était un plaisir. Je suis content de vous avoir eu tous les deux. Super. Et ben à la prochaine. Allez, à plus. Allez, ciao. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.